Et donc, l'objectif de cet échange, de cet atelier, c'est finalement des discussions avec Datacraft, avec Raphaël et Marc, sur justement cette logique de club qu'ils animent et de partager des retours d'expérience sur des projets menés et donner un petit peu des pro tips par rapport à ça, des choses qu'on peut observer. Donc, dans le cadre d'une veille que je réalise pour mes missions, que j'accompagne, lorsque j'accompagne des acteurs privés et lors d'entretien avec Datacraft, ben on s'est dit que ça pourrait être sympa de collecter un petit peu tous ces éléments depuis globalement 18 mois que l'IAGEN commence à être mis en place dans des produits industriels pour voir un petit peu d'où on est parti, où est-ce qu'on est et quelles sont les tendances qui s'en dégagent. Donc, c'est vraiment l'idée de cette synthèse-là qui se base, donc, comme je vous l'ai dit, sur l'observation de projets que j'ai mis en production moi-même, donc une expérience de développement concrète, et aussi des échanges avec des collègues, des camarades, des entrepreneurs, et on va dire des profils ingénieurs dans des startups et des acteurs corporate plutôt dans des grandes organisations qui ont piloté ce genre de projet. Donc, ce que je vous propose en termes d'agenda, c'est deux grandes parties. Une première plutôt sur des thématiques produits et stratégie qui va durer une quinzaine de minutes avec les insights sur comment animer une feuille de route GNI et les considérations à prendre en compte. Une deuxième partie qui va plus être pratique, qui va être vraiment des pro tips en lien avec l'implémentation et un petit peu à la fin dans ce que j'ai appelé pot pourri et rag pro tips. C'est là où on va avoir plein d'idées que je ne sais pas vraiment où les mettre, mais qui peuvent être des choses que je trouvais très intéressantes à partager. Et donc, en termes de questions-réponses, je vous invite à ce qu'on les regroupe à la fin de chacune des parties. Partie 1, on fera un petit break au besoin, et partie 2 aussi un petit break. Je pense que ça devrait durer 50 minutes pour qu'on se laisse au moins 10 minutes ensuite à la fin d'échange, et de toute façon, je resterai à l'issue. Également, ces slides sont déjà disponibles sur mon site perso. Enfin, il y aura un lien à l'issue. Donc, si c'est écrit tout petit et que vous n'aurez pas à voir, de toute façon, vous aurez accès au matériel source à l'issue. Voilà. Première partie, produit, stratégie. Je commençais par cette petite illustration récupérée vraiment très fraîchement partagée par Julien Chaumont, donc un des cofondateurs de GameFace, où en fait il reçoit un petit mail d'OpenAI, une petite notification lui indiquant que trois modèles de la famille GPT 3.5 vont être dépréciés ces jours-ci et qu'ils doivent gentiment migrer vers les versions O1 Preview ou 1 Mini. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant en termes de design de boîte avec des concepts, on va dire, en ingénierie de design pattern, d'interface, d'adapteur, où on essaye de pas trop se coupler avec nos services providers, en fait, des concepts qui sont assez vieux. À quel point aujourd'hui, c'est toujours pertinent, hein. On parle d'un objet un peu différent de l'IAGEN, mais il y a toujours les mêmes logiques d'un service provider LLM, et si on se lie trop aux spécificités de son API, on peut être un peu pris au piège. Après, GameFace, ils sont très matures là-dessus, donc c'est pas ce que je voulais entendre. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'assez illustratif, je trouve. Quand on regarde un petit peu d'où on vient dans cet écosystème-là, une illustration que j'ai prise à Maxime Labonne, partage des choses très intéressantes. On remarque au cours du temps, depuis globalement novembre 22, voilà, il y a ChatGPT qui arrive. Le printemps suivant, il y a la première version de Llama. Et en fait, depuis, ce qui est intéressant de voir en termes de tendance, sur l'axe des ordonnées, vous avez les performances sur un benchmark qui s'appelle MMLU, donc, qui a quelques défauts, mais bon, qui a le mérite d'exister et de proposer un benchmark. Et on voit quelque chose d'intéressant qui est une tendance sur le fait que déjà tous les modèles progressent au cours du temps, qu'il y a un nombre de paramètres fixés, on va avoir une meilleure performance tous les 6 mois globalement, et que l'écart entre les modèles source fermée, on va dire LLM as a service, et les modèles en poids ouvert, je ne vais pas dire open source, parce qu'ils ne sont pas tous open source en fait, mais pour lesquels vous pouvez récupérer les poids, que cet écart de performance se réduit vraiment drastiquement et de plus en plus. Donc on est pressé de voir l'AMA4 où il se positionnera là-dessus. Donc cette réflexion sur la mise à disposition de modèles de plus en plus performants, ça indique une chose, c'est que le coût d'entrée dans le marché, il est de plus en plus bas. C'est-à-dire aujourd'hui, être une boîte qui propose globalement un chat GPT wrapper, comme on les appelait, bon, ça marche de moins en moins de se pitcher ça. Et si c'était encore audible il y a un an et demi, quand il n'y avait pas tout l'écosystème autour de GameFace ou des interfaces de serving comme VLLM, c'était encore audible. Maintenant qu'on a un écosystème où finalement un passage sur GitHub ou GameFace et en une demi-heure vous avez une infra LLM qui fonctionne, c'est vraiment plus indifférenciant aujourd'hui. Deuxième point au cours du temps, ce qu'on observe, c'est que ces modèles-là, ils sont de moins en moins chers. L'explosion, enfin le prix du token au milliers et même aux millions de tokens, en fait, il a drastiquement baissé. Et le fait que d'autres acteurs soient arrivés, notamment Llama qui est venu concurrencer OpenAI, Meta, et ensuite on a eu Azure, on a eu Mistral avec la plateforme, le chat. Finalement, c'est vraiment une course sur les prix, donc qui sont hyper intéressantes pour ceux qui souhaitent construire sur cet écosystème-là. Et je vais revenir pourquoi. Bon,
Si on a passé l'époque des GPT wrappers, il y a quand même avoir accès à un tel niveau de performance pour maintenant un prix qui est aussi bas, ça permet d'itérer très très vite et d'utiliser son énergie sur autre chose que sur une partie purement recherche appliquée qui finalement est accessible à assez peu de players dans l'écosystème. On parlait de sujet pricing, évolution, enfin l'évolution du prix au token. C'est intéressant de le mettre en perspective avec l'autre sortie du tunnel, quelque chose vraiment en face d'utilisateur, évolution du pricing côté utilisateur final. Le pricing au token, c'est peut-être audible si vous facturez des développeurs ou des équipes techniques. Si vous facturez un utilisateur final, voilà, Netflix, ils n'ont pas facturé au token du système de recommandation utilisé derrière, ils facturent au contenu, à l'expérience utilisateur. Donc ça, les petites recommandations dans la discussion que j'ai pu avoir, c'est vraiment et dans ce qu'on observe sur les produits dans le marché, c'est le plus on arrive à s'aligner avec soit une métrique de sortie de l'utilisateur quand c'est un business, typiquement, si vous êtes une agence marketing, vous, ça va être le nombre de blogs que vous pouvez produire ou le nombre de blog posts. Ça, facturé au nombre de blog posts, c'est tout à fait audible. En plus, c'est lié avec la création de valeur de l'entreprise, donc elle sera plus à même de payer lorsqu'elle aura dépassé son quota, parce que ça s'aligne avec sa métrique à elle. Sinon, des métriques statiques qui sont adoptées notamment par GitHub ou Notion, qui sont assez intéressantes, puisque vous avez des usages qui sont très intenses pour un copilote, où finalement, à chaque appui sur tab, vous pouvez quasiment avoir des centaines de tokens qui sont à générer pour un profil développeur. Et donc ça, ce qui est intéressant de voir, c'est les mécanismes éventuellement de rate limitation, throttling, ou brider éventuellement pour les usagers qui sont très gourmands. Vous le voyez, on le voit un peu moins, mais sur OpenAI ou des outils comme Perplexity, on voyait régulièrement, on a atteint un quota, et en fait, c'était plus ou moins géolocalisé ou IP géolocalisé sur des zones où ils essaient de maintenir une pression qu'ils pouvaient absorber en termes de consommation de leurs services. Donc ça, c'est des mécanismes qui permettent pour vous, pour une entreprise, de ne pas être trop raide dans sa politique d'usage auprès d'utilisateurs pour qu'ils se sentent vraiment en capacité d'utiliser tout leur panel de services. Et pour les quelques outliers qui vont vraiment consommer du token et faire exploser votre facture, là, appliquer localement du throttling. Donc ça, c'est une technique qui est vraiment intéressante. Donc en résumé, ce qui marche bien, c'est d'avoir un pricing le plus simple possible qui va, surtout dans cette période où c'est encore très instable, venir faciliter l'adoption de votre solution, là où il y a quand même pas mal de concurrents ou d'acteurs qui vont se positionner sur des thématiques très précises. Le RAG as a service en étant un qui est peut-être un peu passé de mode, ou en tout cas sur lequel on a vu les premières sociétés se positionner. On a vraiment une guerre par le prix dessus, donc cet enjeu d'avoir un pricing simple pour l'utilisateur final et qui est aligné avec leur objectif métier est hyper intéressant à développer. Comment estimer maintenant le prix de son service dans une perspective, on va dire, de priorisation de ses projets? On souhaite se lancer, expérimenter un petit peu cet écosystème-là. Globalement, il y a deux grandes options. C'est soit on consomme de l'API, soit on essaye de l'auto-héberger ou héberger un modèle open source et payer du compute chez AWS, Scaleway pour qu'ils gèrent l'administration de ce serveur-là. Ce qui est assez simple, enfin, ce qui est assez bien dans ce domaine-là, c'est qu'on peut assez rapidement identifier si pour un cas d'usage précis, je vais reprendre cet exemple d'une agence marketing qui veut générer du contenu donc sous forme de blog post. On peut assez facilement se dire, je souhaite générer tant de blog posts par mois. Un blog post, c'est à peu près tant de mots, c'est aller. Je prends ça, j'ai le nombre de tokens, et ensuite, à partir du nombre de tokens, très rapidement estimer ma facture chez différents cloud providers. Là, j'en ai proposé un, mais vous tapez LLM Pricing Comparison, vous en trouvez un paquet sur Internet. Donc ça, vous avez une estimation très rapide sur est-ce que votre cas d'usage, en fait, va être viable ou pas, tout simplement d'un point de vue business. Et la deuxième option, c'est si vous l'auto-hébergez, ben, vous avez cette option de mesurer un petit peu le nombre de tokens et donc la VRAM, enfin la mémoire GPU qui va être nécessaire pour servir ce nombre de requêtes et donc savoir combien de GPU il faut acheter, il faut louer et donc la facture chez votre cloud provider mensuel. Donc comme ça, très vite, back envelope estimation, c'est à peu près quel gabarit financier se positionner pour ce cas d'usage et tout de suite éliminer ceux qui sont trop chers, tout simplement. Maintenant, je souhaitais prendre un peu de recul. On a parlé pricing. Je souhaitais parler pénétrer un marché sur des sujets de GenAI, surtout quand on est un acteur corporate.
Donc, les enjeux pour les acteurs corporate avec qui j'avais échangé, c'était surtout des enjeux liés à l'image à l'image et leur business historique, l'image en termes de réputation. C'est-à-dire, pour les cas d'usage principaux aujourd'hui où souvent ça commence par expérimenter avec un chatbot-like sur les données internes de l'entreprise, euh, le gros risque, c'est d'avoir un chatbot qui n'importe quoi et donc être dommageable à l'image. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est d'identifier. Excusez-moi, je crois qu'à distance, on a quelqu'un qui a pas muté son micro. Je crois que c'est Julien Boucaud. Merci Julien. Sur la parenthèse. Tant pour Et moi, donc, désolé. pas de souci. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, pourquoi la spin-off peut être un outil pratique, puisque vous allez avoir une opportunité de limiter déjà toute la friction liée à l'institution en ayant plus de marge de manœuvre, par exemple sur les solutions IT que vous pouvez utiliser euh, ne pas dépendre du parc IT de l'organisation. Souvent, ça vous fait déjà gagner beaucoup de temps quand vous avez des budgets dédiés pour utiliser chez OpenAI, chez Mistral, consommer leur crédit, ça va beaucoup plus vite. Le risque de réputation, on a évoqué, vous n'allez pas vous en faire si votre produit se prend un peu les pieds dans le tapis, parce que c'est normal, c'est attendu pour une startup ou même une jeune entreprise. Et surtout, un point dans ce domaine qui est hyper compétitif, qui va très vite. On l'a vu, hein, l'état de l'art est bousculé tous les mois, voire toutes les semaines. Et donc, souvent, l'inertie dans une structure corporate ne permet pas de délivrer à la vitesse avec laquelle le marché, en tout cas l'écosystème au moins open source et les GAFAM vont évoluer. Donc, ça permet d'avoir une équipe entrepreneuriale lorsqu'elle a des intéressements appropriés, qui est vraiment incentivisée à aller vite sur ce sujet-là. Et l'autre dimension qui est intéressante pour les acteurs corporate avec qui j'avais discuté, ils me partageaient ce point-là, c'est la capacité à adresser d'autres verticales que votre maison mère ne traite pas. Et ça va être vraiment l'exemple que je donne par la suite. Euh, Par exemple, Intel, leur business historique, je regardais juste avant les chiffres de leur business model, enfin de leurs revenus. Il me semble que c'est 50% de la vente de CPU soit dans les laptops ou des desktops. Ils ont aussi 30% d'opérations de data center et ensuite quelques services sur de l'IoT. Ensuite, le reste, c'est vraiment très minoritaire. Mais globalement, 70%, c'est quand même un niveau très bas de la chaîne hardware, soit vraiment du niveau du silicium, soit au niveau d'opérer data center. Et eux, donc c'est vraiment pas une société qui est sur la couche software GenAI. Et pour eux, en interne, lancer un effort GenAI, on voyait que tous ces points qu'on vient de soulever, ils allaient être très vraiment des points de friction. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont lancé une spin-off qui s'appelle Articulate, qui propose de l'accompagnement, donc un set d'outillage plus du consulting pour développer des efforts GenAI dans d'autres sociétés. Donc là, hyper intéressant pour eux parce qu'ils arrivent sur un segment où typiquement les marges opérationnelles sont beaucoup plus élevées que de la vente de hardware ou de l'opération data center. Là, ils vendent de la prestation intellectuelle ou du software et à moindre risque en termes d'image pour une société en plus qui était vraiment en train de se poser des questions avec leur activité Foundry qui était un petit peu challengée, leur activité processeur qui était challengée par les architectures ARM d'Apple et Nvidia qui étaient sur les GPU. Donc pour eux, l'intérêt de se positionner via une spin-off sur la GenAI. Donc je trouvais ce cas d'usage assez intéressant à vous partager. Je ferme cette parenthèse sur les spin-offs. Maintenant, de façon plus globale, comment se différencier et comment est-ce qu'on peut utiliser en fait la GenAI à bon escient dans son produit pour vraiment créer de la valeur et pas être un GPT wrapper. Ça va être un petit peu voilà l'épouvantail duquel on va essayer vraiment de s'éloigner. Finalement, ce qu'on peut, de façon très synthétique, plus on arrive à identifier un cas d'usage spécifique et intégrer précisément notre produit dans le workflow utilisateur, plus on va se rendre irremplaçable par un appel à une API OpenAI. Donc ça, c'est vraiment le cœur du propos. Et comment ça se concrétise? Je vais prendre cette illustration qui est vraiment top d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle Emergence Capital et en fait qui propose cette trajectoire. C'est un peu petit, je sais pas si on arrive tous à voir dans la salle. Globalement, sur l'axe abscisse, vous avez la facilité d'usage et j'ai envie de dire, on pourrait aussi même dire la valeur utilisateur perçue de votre produit et sur l'axe des ordonnées, on va avoir la flexibilité de votre produit, à quel point vous pouvez tester différents concepts. Et ce qu'on voit, c'est que la trajectoire, tout le monde commence par tester avec une interface de chat générale. Bon, on a déployé notre chat GPT interne. Ensuite, on l'intègre aux données de l'entreprise. Donc, on a notre chatbot spécialisé, RH, marketing, données internes, tout ce que vous voulez.
Et ensuite, on va avoir des fonctionnalités plutôt copilotes, où là, on va essayer de s'intégrer un peu plus en profondeur avec l'API de notre système ou avec notre propre backend pour avoir vraiment quelque chose qui est un peu plus unique, pour arriver jusqu'au bout à des features, des workflows complets augmentés par IA, où là, en fait, bah, vous vous rendez même plus compte, vous n'avez plus une barre de recherche où vous tapez du texte en langage naturel, vous avez directement dans votre workflow, je surligne mon texte, je fais ça, ou j'ai un bouton avec cette action prédéfinie, puisque c'est un cas d'usage récurrent dans votre business. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de trajectoire? En fait, ce qui est intéressant pour aller vite, même en utilisant un service provider comme Mistral ou OpenAI, ce qui est intéressant, ça va être de capturer les interactions métiers entre les prompts que vos utilisateurs vont utiliser et la façon dont ils vont consommer les suggestions qui ressortent de cet outil-là. Et lorsque vous en avez capacité d'avoir des outils de télémétrie dans dans votre outil interne pour venir capturer, en fait, un petit peu dans une logique de renforcement, hein. J'ai eu tel prompt utilisateur, telle suggestion par le modèle, et la prochaine action de l'utilisateur a été d'engager avec une suggestion. Non, il a terminé sa session ou il a churn sur une autre page de notre service interne. Comme ça, on peut déjà avoir un petit peu euh, clusteriser, ne serait-ce qu'en regardant vraiment à haut point de vue, quelles sont les actions principales pour, en deuxième étape, bien venir modéliser un petit peu quels sont les cas usages les plus prégnants dans nos usages pour ensuite ajuster cette UX, cette UI, créer des features spécialisées, se rapprocher de ce copilote pour vraiment délivrer un cas d'usage le plus intégré possible. Ça, souvent, c'est en parallèle lié à un cycle d'acculturation au sein de l'entreprise, surtout si c'est pas une boîte qui est un pure player tech ou IA. Souvent, les premières étapes, c'est acculturation CODIR, COMEX. En même temps, ça va être permettre à l'équipe tech de se faire les dents un petit peu sur les technos, LangChain, VLLM, Hugging Face, ceux qui n'étaient pas familiers avec ça. Et à mesure qu'on avance, eh bien, d'être plus fit sur ces technos-là. Donc cette trajectoire-là, si elle permet de comprendre le métier, il faut aussi la voir comme une opportunité de vraiment devenir plus capable sur l'infrastructure technique de cet écosystème-là. LangChain, c'est devenu de plus en plus un gros bébé et le prendre en main, souvent, ça prend pas mal de temps à une équipe. Surtout qu'ils ont une tendance à faire des breaking change qui sont assez costauds. Donc, en résumé, on log le plus possible dans cette phase exploratoire, même avec des outils un peu faits à la main. Euh, pour créer ce que l'on appelle cette data flywheel, c'est-à-dire en fait ce moulin à vent dans lequel on a de la donnée, on va venir observer les usages, on va affiner le produit et finalement comme ça, on a quelque chose qui est de plus en plus pertinent. Et on peut même utiliser de façon parcimonieuse des outils de ML, de NLP pour faire de l'analyse un petit peu quels sont les topics qui ressortent le plus dans la question utilisateur ou pour voir un petit peu quels sont les usages principalement. Et donc, un exemple pour ça, je vais vous poser une petite question. À quoi est-ce que ça vous fait penser ou est-ce que cet outil vous dit quelque chose? En ligne, n'hésitez pas, hein, c'est question pour un champion. Le premier qui parle a gagné, si ça vous parle. Les CAPTCHA, OK. Donc ça, c'est les CAPTCHA potentiellement. C'est lié, effectivement. C'est un sujet computer vision. Ça, c'est l'interface de labellisation créée à la main par Andrej Karpathy. Donc Andrej Karpathy, qui était un cofondateur d'OpenAI, qui était le directeur de l'IA chez Tesla. Et en fait, en 2014, en fait, j'ai regardé sur son blog parce qu'il a un article qui est passionnant, je vous invite à lire, qui dit qu'est-ce que j'ai appris à faire la compétition contre Convnet sur le dataset ImageNet de septembre 2014, il y a 10 ans, dans lequel, en fait, pour améliorer son modèle c'est de la classification d'images à l'époque, hein, comment améliorer son modèle de classification? En fait, il s'est rendu compte que les outils à l'époque d'annotation, de visualisation pour un problème précis, c'était pas pertinent. Et il allait faire le sien. En fait, aujourd'hui, l'outil il est toujours up, hein, et vous pouvez aller dessus, et il y a le lien dans la presse. Vous pouvez faire inspect, voir le code source. C'est du pur HTML, JS. Il y a rien il y a rien qui est réactif, mais on s'en moque. C'est pas l'objectif. En fait, ce qu'il voulait, c'est un outil hyper spécifique à son cas d'usage qu'il a dû développer. Je pense, ça lui a pris 1 ou 2 jours. Enfin, c'est quelqu'un de brillant, hein, pour son besoin particulier, qui était quelles sont les annotations humaines qui sont incorrectes dans le jeu de données et comment est-ce que ça peut me donner des insights sur la façon dont je dois ajuster les hyperparamètres ou les paramètres de mon modèle pour faire de la meilleure, déjà pour estimer quelle est la baseline de human level performance et ensuite, lui, de comprendre sur quel type d'image son modèle performait moins. En fait, ça, c'est de l'error analysis
vraiment comme Andrew Hong le faisait sur ces sujets NLP. Si vous vous rappelez de ces vidéos-là qui ont sûrement occupé de longues journées à beaucoup d'entre nous. En fait, ce qu'il dit André dans son blog post, c'est que ok, ça lui a pris du temps. Ce qui lui a pris du temps, attention, c'est pas de construire cet outil, hein. Ça a été de regarder manuellement. Je crois que c'est 5000 images, non 1500 images et 500 sur lesquelles il a passé vraiment beaucoup de temps pour les annoter. Mais son retour, lui, c'était complètement worth it et ça lui a permis d'avoir développé une meilleure compréhension des bugs du modèle. Il le dit lui-même, hein, je le cite, hein. On apprend à comprendre comment le modèle euh, se comporte sur les prédictions et on commence à vraiment développer une bonne compréhension de son système. Et moi, je suis intimement convaincu que c'est exactement la même chose avec ce type de système et se développer ce type de système IAGED, mais en fait surtout la partie LLM du RAG, se construire un petit outil interne moche, on s'en moque, c'est du HTML, du CSS. En plus, maintenant, on a des outils pour faire du front qui sont vraiment phénoménaux, mais qui va venir taper dans notre, c'est sur Elasticsearch ou on a un outil comme ça sur lequel on récupère nos logs, on vient visualiser l'utilisateur avait telle interface, il a eu telle sortie du modèle, il a fait telle action, et ça, de passer chaque jour pour votre équipe d'inv 1 heure et demie le matin, le soir, et de regarder précisément ce qui se passe, pour eux, de toute façon, c'est eux qui le disent, hein. C'était la ressource, enfin la source du succès. Et c'est quand même quelqu'un qui, tout seul dans son labo, Monsieur Carpati, il a battu le modèle de Google de 1,7% d'erreur, ce qui est énorme. Euh, donc voilà, c'est un petit peu un retour au basique que cette, cet appel, je trouve. Et d'autant plus que souvent, dans les réalités business du quotidien, on pense pas assez à le faire. On va regarder rapidement les logs, mais on est toujours un petit peu sous la pression de, bon, on a reçu une alerte, il y a une partie du tuyau qui a pété, ou tiens, il y a un nouveau modèle d'embedding, il y a l'AMA 3.1 qui est sorti, donc il faut absolument le mettre dans le pipeline. Euh, Souvent, ça fait des gains, évidemment. Mettre l'AMA 3.1 quand avant on avait l'AMA 2, ben, ça va être très intéressant, mais ce sera pas différenciant, parce qu'en fait, tout le monde va le faire. Alors que regardez sur votre usage métier, par exemple, vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'assurance, on veut travailler sur la façon de router intelligemment les requêtes utilisateurs vers les bonnes équipes clients. Regardez comment notre équipe euh, de spécialistes de l'assurance considère une requête client et l'aurait orientée pour mieux améliorer notre produit. Ben, en fait, ça, il n'y a que votre business qui va l'avoir et ça vaut beaucoup plus que de mettre votre modèle Llama 3 en prod. Euh, donc voilà pour cette partie produit, c'est la fin de la première partie. On peut prendre quelques questions là, prendre 5-10 minutes. Je vais commencer dans la salle et puis ensuite on partira en ligne. Il y a des micros. C'est trop près ou là où c'est bien? Ok. J'ai une question sur le self-host versus API. Euh, j'ai tendance à dire que les API c'est plus simple, donc je pense que c'est toujours plus cher. Est-ce qu'il y a des cas où c'est plus cher de self-host ou pas? Ah oui, quand on commence, c'est plus cher de self-host déjà. Pourquoi? Quand on commence, il faut provisionner la machine GPU, donc vous êtes systématiquement, en fait, c'est un petit peu comme si on faisait euh, soit on a une régression linéaire, enfin soit c'est une équation linéaire, soit c'est une affine, Ah, et ok. en fait vous avez un y égale ax avec une API, c'est-à-dire que vous avez zéro coût fixe. Mhm. Si vous n'avez pas d'usage, vous avez 0 € de facture. Ça c'est génial. Alors que si vous auto-hébergez une machine GPU qui peut soutenir la pression, je pense à une L4 de Nvidia au moins ou une 4090, c'est minimum 500 € par mois Ok. en ordre de grandeur. Donc, vous avez un coût fixe quand même. Alors après, vous faites votre petite équation, vous regardez à Oui. partir de combien d'utilisateurs, c'est pertinent. Mais au début, c'est plus cher de self-hoster. Ok. Yes. Alors moi j'avais une question sur la partie user-centric, donc effectivement très importante. Euh, Au-delà effectivement de la partie on récupère les données qui sont enregistrées dans les chats, des requêtes des utilisateurs, leurs réponses et cette évaluation-là qui est importante. Il y a toute une autre partie une fois qu'on met en place des features pour les équipes business, c'est la partie de test pour Ouais. pouvoir valider les résultats. Et tout ça, ça demande une organisation qui est assez importante. Donc, je me posais la question de quelle était un peu l'approche ou les outils que vous avez pu mettre en place. Hein, parce qu'on ne parle pas d'outils de test techniques, mais plutôt organisationnel, comment on monte ça. Voilà. Ouais, ouais. Excellente question que j'aurais dû dire en introduction. Le périmètre évaluation sera hors sujet puisqu'il y a un atelier dédié à DataCraft. C'est non, On c'est une reviendrait. honteuse tentative pour moi d'esquiver la question qui est complètement pertinente. Et honnêtement, dans tous les échanges que j'ai eus, les cas que j'ai pu suivre, c'était là où le niveau de maturité dans toutes les organisations, que ce soit du public, du privé, de la petite start-up à des grands groupes, était le moins mature. Et
et moi y compris, hein, je ne vais pas avoir de silver bullet à vous partager d'ailleurs à ce sujet-là. Ce qu'on observe, c'est que déjà l'écosystème d'outillage pour l'évaluation, si l'écosystème GenAI d'outils il est naissant, l'écosystème d'évaluation efficace, on va dire de suite prod pour des cas usages GenAI, il est encore plus naissant et encore moins mature. Donc globalement, en fait, je fais la même suggestion de se construire un mini outil, pas d'annotation comme l'a fait Andrej, mais plutôt euh, sous forme de je pense à des outils, les outils que j'ai pu côtoyer, utiliser, qui étaient assez intéressants, mais pas évidents à mettre en place, sont des outils qui s'appellent Ragas et TrueLens, qui sont des frameworks open source, bon, qui ont le mérite d'exister. Et si vous n'avez pas de base, sans aller jusqu'à l'utiliser au sein de votre institution, regardez la doc et les concepts sous-jacents de leur projet, c'est hyper intéressant pour ne serait-ce que faire une version homemade, parce que souvent c'est se connecter à votre open source, à votre base documentaire et avoir un outil pour j'ai une queue de messages entrants, je regarde, j'ai une équipe qui vient dépiler cette queue, dire OK, ça, on va le mettre éventuellement dans une pile de rentraînement. Ça, c'est à orienter vers l'équipe. Euh, ça, c'est un sujet plutôt politique d'usage, donc ça va être un sujet, comment est-ce qu'on appelle ça? Alignment. Ça va être un sujet retrieval. En fait, à part avoir une pile et ensuite, ponctuellement, des utilisateurs, un product owner qui vient dépiler et orienter vers les bonnes équipes, j'ai pas vu de meilleure pratique que ça. Voilà, pas vraiment de réponse, mais et question très pertinente de votre part. Merci. Moi, j'ai une petite question qui va englober deux points. Je vais me rapprocher, j'entends pas du tout ce que je disais. J'ai une petite question, je vais parler fort. J'ai une petite question qui va englober deux points. Vous avez parlé de Longchain, donc c'est intéressant. Moi, à titre personnel, j'utilise la main index, qui est un petit peu similaire, mais je préfère, mais c'est vraiment très personnel. Mais également, un outil qui est hyper intéressant, et je trouve, c'est le function calling des agents où justement on peut customiser ses fonctions. Et quel est votre point de vue là-dessus? Et est-ce que ça fait partie des... Parce que finalement, Langchain, c'est bien pour prototyper assez vite, mais on est... je sais même pas s'ils ont la possibilité de faire du function calling. Bon, je suppose Ouais, que oui aujourd'hui. ouais, ça marche. OK, donc question sur Langchain ou le function calling. Donc, dans un premier temps, pour Langchain, de ce que j'ai pu observer, c'est plus qu'un outil intéressant pour le prototyping. C'est dans les cas usages que j'ai pu réaliser ou accompagner, c'était la framework de choix qui s'imposait même en production. Euh, en fait, il y a une réalité, c'est que c'est pas l'outil le plus performant qui marche, c'est celui qui a le plus de stars GitHub, et ils sont quand même dans le top du panier, hein. Euh, et avec un produit, donc il y a l'usage de la communauté, donc ça va faire en sorte que ça vive dans le temps, toutes les intégrations avec un nombre de service providers, que ce soit les différentes bases de données vectorielles, la plupart sont supportées, donc out of the box, pour avoir quelque chose qui marche assez bien. Et la main index, honnêtement, en fait, ces deux frameworks-là ont quand même une grosse zone de superposition fonctionnelle et il y a des endroits pour lesquels elles offrent les mêmes choses. La main index, c'était plus sur se connecter à vos bases de données, la partie vraiment retrieval, Longchain sur la partie se connecter au modèle, prompt et chaîner des prompts. Après, honnêtement, ils ont chacun des features qui sont assez similaires, je trouve, maintenant. Et pour le function calling, ce que j'ai observé, c'est que c'était très dur à mettre en place en production de façon résiliente et que ce concept qu'on avait entendu parler de large action model, finalement, pour l'instant, il a under-deliver sur sa promesse d'une IA transiente qui va tout faire toute seule sur Internet. On se rend compte finalement, c'est parser du JSON et ça fait un code assez spaghetti finalement pour gérer des cas d'usage. Donc, c'est ce que j'en ai observé. Après, je pense que ça va probablement se structurer à mesure qu'on va avoir des jeux de données de function calling qui vont se construire. Bah, vous allez avoir des modèles fine-tunés sur ce type de données et mécaniquement, ça va mieux marcher. Donc, je pense que c'est une histoire de quelques mois. Donc, ça se trouve, demain matin, vous allez voir un modèle sur GitHub qui fait ça, sur GitFace qui fait ça. Mais en résumé, moi, je les ai pas observés comme hyper pertinents, ces modèles-là de function calling. Voilà. Est-ce qu'on a des questions à distance? Ouais, en présentiel, ouais. Ouais, dernière petite question, c'est plus aussi une remarque pour rebondir un peu sur ce que tu disais en dernier. J'avais assisté justement à une conférence alors c'est un acteur américain qui est un ancien qui a bossé sur Copilot justement. Et aujourd'hui, les freelances, il fait principalement du LLM. Et il parlait justement de l'aspect, les différents frameworks qui existent et sur tout ce qui est logging, les traces, etc. Et c'était intéressant ce qu'il disait. Son conseil, c'était vraiment, bah, faut loguer un maximum de choses, Ouais. tout tracer, tout analyser
Idem lui disait que ça lui arrivait de se faire une petite interface Streamlit Ouais, pour, comme exactement. Karpathy, étudier l'environnement dans lequel les usagers évoluent. Et un truc intéressant qu'il disait, c'est la dualité entre l'usage de framework ou pas de framework, Hmm. juste faire des requêtes à l'API qu'on utilise par exemple. Et c'était intéressant parce qu'il disait que dans pas mal de frameworks, il y a un côté black box, c'est-à-dire que parfois vous faites une requête sur LangChain, en fait derrière il y en a 8. Donc déjà pour maîtriser vos coûts, ça c'est un problème. Et ensuite aussi, ça devient plus dur de loguer les 8 appels sous-jacents Hmm. et vous n'avez pas forcément le contrôle dessus. Donc lui il suggérait dans certains cas bah, de se méfier justement de cet aspect-là, de l'aspect over-engineering aussi un peu, et de revenir un peu à l'essentiel voilà, en ayant le contrôle. Ouais, merci pour cette remarque, Raphaël. On va peut-être prendre encore une question en distanciel et puis on prendra les dernières à la fin. Est-ce qu'il y en a une en distanciel? Non, c'est bon? Ok, impeccable. Bah, écoutez, on continue. Donc, partie 2, dans laquelle on va globalement distiller les quelques éléments qu'on a vus en grand 1 sur des considérations un peu plus techniques. Ce que je vous propose, vu que c'est un sujet qui est voilà, hyper précis, enfin, hyper technique, c'est on va se faire une sorte de minimap de qu'est-ce qu'un pipeline RAG et on va venir zoomer sur chacune des parties pour discuter précisément de ce périmètre à chaque fois. Donc, globalement, comment ça marche? Je pense que tout le monde ici le sait, donc pardonnez ce côté trivial, mais on sera tous à la page. En offline, on a des documents. Souvent, on a une stratégie pour en générer des embeddings, une signature vectorielle, qu'on va stocker dans une base de données appropriée. Il y en a plein, Chroma, pgvector, Milviews, Weaviate. Et au runtime, on va avoir une requête utilisateur qui va passer dans le même modèle d'embedding. Ça, c'est vraiment hyper important. Et ensuite, eh bien, on va comparer avec une métrique de similarité qui est pertinente pour une cas d'usage. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Et en fait, c'est vraiment un sujet principal. Et à partir de ça, on va trouver les documents pertinents qu'on va remettre avec la query. C'est ce qu'on envoie au LLM. Et là, le LLM fait sa génération et c'est ce qu'on envoie comme réponse à l'utilisateur. Bon, voilà, rien de nouveau, ça on le sait tous. Et en dessous, on essaye tant bien que mal de mettre une couche d'observabilité pour comprendre un peu ce qui se passe. Et globalement, voilà, ça va être la minimap que je vous propose. On va se garder ça en termes de code couleur. Comment la lire? En bas, c'est en noir. Les cases qui vont être allumées en violet, c'est celles dont on parle. Comme ça, si vous vous endormez et vous vous réveillez tout d'un coup, on parle du truc qui est en violet sur l'écran. Voilà. Le vert, ouais, le vert c'est offline et le bleu c'est ce qu'il y a en ligne et sur une requête utilisateur. Voilà, tout à fait. Enfin, quand je dis offline, je veux dire ce qui se passe avant d'exposer le système à l'utilisateur. C'est souvent sur Internet pour l'exposer. Euh, donc voilà une citation de Peter Drucker sur l'importance de l'observabilité. Ça va vraiment être la martothérapie là-dessus. Hein. Et l'enjeu principal, on a vu, il y avait une petite règle qui voulait dire métrique, avec choix d'une métrique pertinente. À quel point ce sujet est complexe. Moi, j'aime bien penser sous forme de longue vue et d'horizontal. Souvent, on arrive globalement assez bien à définir quels sont les objectifs qu'on veut remplir. Donc, au sein de notre boîte, on veut servir tel objectif. Au sein de l'équipe ingénierie, ça veut dire, ou de l'équipe produit, ça veut dire, on veut réduire le churn, on veut augmenter le NPS, ou on veut augmenter la conversion de nos utilisateurs quand ils arrivent sur notre landing page. On a tout un set de cas d'usage qui sont très clairs quand les équipes produits et tech parlent ensemble. Souvent, les décliner en équipe, en métriques et techniques, ça devient très compliqué. Et c'est vraiment toute la secret sauce. Hein. Là, j'aurais pas de magie là-dessus, mais pour insister sur le fait que c'est vraiment un challenge. Ce que l'on voit apparaître avec les outils de GenAI, ce sont les approches LLM as a judge, dont vous avez sûrement entendu parler, il y a des papiers qui sortent là-dessus, c'est utiliser un modèle de langue pour noter la pertinence d'une suggestion proposée par le modèle et d'utiliser en fait pour dégager de l'expérience, enfin, pour ne pas consommer de l'expertise humaine, mais utiliser un modèle de langue pour faire cette éventuelle évaluation. Donc ça peut être aussi intéressant. L'inconvénient, c'est que ça reste assez cher. Enfin, il faut consommer du GPU, donc globalement, ou de l'API, donc ça coûte assez cher. Et donc, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir itérer sur ces métriques qui demandent rien que assez peu de CPU clock time pour être traitées. Donc, des choses qu'on a l'habitude de traiter en ML, tout ce qui est précision, rappel, et des métriques qui sont spécifiques au système au domaine de l'information retrieval. Et donc, le gros challenge, ça va être au sein de l'institution, surtout de se poser une question, comment est-ce que je peux traduire cet objectif que j'ai mis long term shot en soit une métrique que je peux évaluer avec un outil d'IA, LLM as a judge, ou comment est-ce que je peux trouver le proxy le moins éloigné en termes de métriques purement mathématiques pour modéliser systématiquement en vue de l'intégrer idéalement dans une chaîne d'intégration continue. Hein, c'est ça tout l'enjeu.
pour que de façon vraiment systématique, quand on met du code en prod, on voit si est-ce que on se rapproche de notre objectif métier ou est-ce que ça en éloigne. Ça, c'est en l'objectif final. Je suis conscient que c'est très dur à mettre en place, mais commencer petit, même sur une métrique, voilà, en fait, au niveau du RAG, sur la partie retrieval, donc vraiment retrouver l'information, on peut quand même avoir des métriques de précision, de rappel ou de pertinence des documents remontés, calculables à bas coût, que vous mettez dans votre chaîne de CI, et ça, c'est hyper intéressant de le faire assez tôt. Comme ça, au moins, vous savez si déjà une partie de la partie RAG marche ou pas. Si cette partie-là ne marche pas, vous pouvez être sûr que tout ce qui est après ne va pas marcher non plus, hein. Et c'est vraiment ce qu'on évoque ici, où concentrer ses efforts d'ingénierie sur ce type de produit-là. Et finalement, il faut être conscient qu'à chaque partie, on va évaluer la capacité spécifique de notre partie du projet. Et donc, le LLM, tout ce qu'il faut évaluer, c'est sa capacité à générer une réponse pertinente par rapport au chunk qu'on lui a donné. En fait, on ne peut évaluer que ça. Et donc, ça va être, est-ce qu'il me formate bien la réponse? Est-ce que c'est suffisamment long? Est-ce que parmi les éléments clés que je lui ai donnés en entrée, il me sort bien les quelques points d'information clés que j'attends qu'il présente à l'utilisateur ou non? Et en fait, c'est tout ce qu'on peut évaluer. S'il n'avait pas l'information d'entrée, évidemment, il n'y a pas la donnée en sortie. Ce que je conseille toujours aux gens que j'accompagne, c'est vraiment de se dire, le LLM, ne l'utilisez pas pour sa culture générale, utilisez juste pour sa capacité à faire de la synthèse, à faire du résumé sous une autre forme qui est appropriée à votre cas d'usage. Mais en fait, toute l'intelligence, elle doit venir de vos documents. Sinon, en fait, vous avez trop de risques que ça dérape puisque vous allez être trop dépendant en fait de votre service provider brick LLM. Pour la partie re-ranking, bon, qu'il n'y a pas dans tous les RAG, mais c'est assez commun de les voir aujourd'hui, tout ce qu'on va évaluer, c'est est-ce qu'il a su prioriser de façon pertinente les 25 documents que mon système de retrieval avait remontés? Est-ce que les 5 qu'il m'a fait surfacer sont les plus pertinents? En fait, c'est ça la seule métrique qu'on va évaluer à ce niveau-là. Donc comme ça nous fait déjà 2 métriques précises à évaluer, par exemple, dans une chaîne de CI sur notre pipeline. Quand on arrive au système de retrieval, ce qu'on va évaluer, c'est est-ce qu'il a réussi à remonter les 25 documents pertinents parmi, imaginons sur un jeu de test, les 100 chunks que je lui ai mis à disposition, est-ce que les 25 qu'il ressort sont les bons? Et ensuite, bon, avant la phase de retrieval, il y a aussi un enjeu, c'est pour une query donnée, est-ce que l'on avait tout simplement réponse à ces questions-là dans notre base de connaissances? Si on ne l'avait pas du tout, évidemment, ni le retrieval, ni le re-ranker, ni la partie LLM ne vont fournir une réponse pertinente. Donc c'est pour ça qu'en termes d'évaluation, ce que je recommande, c'est vraiment de partir de la gauche vers la droite sur ce pipeline-là, parce que si une des premières étapes ne marche pas, en fait, mécaniquement, la suite ne va pas marcher non plus. Le second point pour lequel je recommande d'aller dans ce sens-là, c'est que la partie gauche est souvent bien moins chère à améliorer que la partie droite. Je caricature, mais la partie droite, refaire un modèle de fondation ou fine-tuner un modèle, c'est quand même, ça demande une sacrée expertise et mesurer ça, c'est assez difficile, hein, honnêtement. Alors que mesurer un système d'information retrieval, c'est une littérature qui a une cinquantaine d'années ou même plus, qui est très bien documentée avec des métriques qui sont faciles à calculer. Et donc, c'est assez facile à mettre en place des améliorations là-dessus. Et en plus, évidemment, le plus possible, loguer les différentes métriques appropriées à chaque étape. C'est un peu petit, mais globalement, à chaque fois, les métadonnées, dès que vous utilisez un modèle, quelle version du modèle, quels étaient ses hyperparamètres, les tailles de batch, tout ce genre de choses qui sont en fait très différenciantes quand on veut rejouer une run. Ok. Maintenant, quelques considérations sur la spécialisation d'un modèle de fine-tuning. En gros, quand faire du fine-tuning, quand ne pas faire du fine-tuning. En résumé, ce que j'ai observé, c'est que la plupart du temps, il n'y en a pas besoin. Et en fait, mieux vaut rester à faire du few-shot learning. Autrement dit, voici quelques exemples, voici comment je m'attends à ce que tu répondes, voici comment je veux que tu formates mon JSON. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des tailles de contexte qui nous permettent de passer souvent 2-3 exemples. Et de ce que j'ai observé, même avec des modèles, ne serait-ce qu'en 8 milliards de paramètres, je pense au Llama 3 points, leur version Instruct, qui a 8 milliards de paramètres, pour beaucoup de cas d'usage, lui donner quelques exemples de sorties attendues, lui donner les bonnes informations en entrée. En fait, ça faisait tout à fait le job et on pouvait se concentrer sur notre pipeline métier et pas sur faire de la data science, qui n'était pas le cœur du client que j'accompagnais, quoi. Et de toute façon, bon, entraîner un modèle de fondation en termes de coûts, c'est souvent prohibitif, hein, en termes de GPU et même de données. Et le fine-tuning, certaines plateformes le proposent as a service, hein, je pense à la plateforme de Mistral, qui ont un outil de fine-tuning as a service.
Donc ça peut être intéressant, hein. J'ai pas d'a priori, je l'ai pas testé encore, donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer à moindre coût s'ils ont un outil clé en main. Néanmoins, c'est souvent juste plus simple dans son prompt de mettre deux exemples bien craftés. On s'assit 5 minutes avec un expert du métier qui nous dit quelle est la sortie attendue et on teste sur 5-6 prompts et souvent, voilà, on est bon pour commencer et on passe au prochain sujet. Donc ça, c'est vraiment le best bang for the buck, comme disent les Américains. Et l'autre considération, c'est que tous les 6 mois, bah, on a un SOTA. Là, quand est-ce que la Mac 4 va sortir? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 3 mois? Dans tous les cas, ça sera probablement avant le printemps 24. Donc, pourquoi s'embêter à fine-tuner? C'est ce que dans les interviews que j'ai menées, c'est vraiment quelque chose qu'on ramenait. Pourquoi s'embêter à fine-tuner, à passer des heures d'ingénierie, de data scientist, quand on sait que dans 3 mois, de toute façon, il y a la Mac 4 qui sort et finalement, bah, ça va être le nouveau SOTA. Et donc, je les rejoins assez là-dessus. Après, cet âge d'or peut-être sera fini dans 4-5 ans quand les réalités de l'accès à la donnée seront différentes. Pour l'instant, on a la chance, quand je dis on, c'est les personnes qui ne sont pas vraiment des GAFAM, mais qui construisent sur cet écosystème, d'avoir des outils disponibles en open weight qui sont très intéressants et sur lesquels il faut vraiment se baser. Et donc, en résumé, c'est vraiment quelque chose qui me semble être clé, c'est payer un modèle premium, utiliser le GPT-4 et demain, enfin voilà, leur version omnisciente qui fait du chain of thought récursif. C'est peut-être plus cher, mais si ça vous fait gagner 1 mois sur votre roadmap, ben, en fait, ça vaut peut-être le coup de payer l'API plus cher. Petite équation à faire chez vous, évidemment, hein, mais souvent, c'est plus intéressant de payer quelques centaines ou milliers d'euros d'API et se concentrer sur construire la chaîne autour qu'on a évoquée, qui est vraiment unique à votre business. Et concentrer son temps sur vraiment créer voilà, cette chaîne métier. Néanmoins, je ne veux pas dire que le fine-tuning est complètement has-been et acheté à la poubelle. Pas du tout. Il y a un nombre de cas vraiment importants dans lesquels ils sont pertinents, notamment, liste non exhaustive, eh bien, lorsque l'on doit faire face à des cas d'usage de faible latence. Donc ça, bon, si vous voulez maîtriser votre latence, souvent l'appel à une API sur Internet, c'est pas le plus pertinent. Un autre cas, c'est quand vous avez un cas d'usage très précis et vous savez que vous pouvez fine-tuner puisque vous avez un domaine d'usage qui est très précis et donc sur ce cas-là, un modèle réentraîné, vous êtes confiant qu'il sera plus pertinent. Un autre cas, c'est si la distribution de données, et vous savez que les modèles disponibles publiquement n'ont jamais vu ce type de données-là parce que c'est pas présent en ligne, de la donnée propriétaire, de la donnée un peu business particulière, ça vaut le coup souvent de réentraîner. Ou encore quand les approches de prompt engineering ne marchent pas, sont pas très pratiques, il faudrait prendre en compte trop de cas, ça peut être intéressant. Quand le sujet de la data privacy est en jeu, en fait, ça c'est lié au sujet auto-hébergement en même temps, hein, et surtout. Quand vous avez besoin de déployer on-device, c'est aussi lié au sujet de déploiement, fine-tuning et déploiement de device sont souvent assez liés pour, pour s'orienter à des contraintes opérationnelles. Tout simplement, quand vous avez essayé une solution, enfin différentes solutions chez l'LM as a service provider et ça marche pas, bon, bah, autant essayer. Hein. Et quand les approches few shot warning ne marchent pas, un point à prendre en compte, c'est le fait d'avoir un bon support de la communauté quand vous choisissez un effort de fine-tuning. Bah, le nombre de stars sur GitHub, le nombre de likes sur Hugging Face, c'est quand même des super bons proxys pour savoir si votre projet, dans 6-12 mois, bah, vous avez des chances de quand même avoir une communauté dessus. Et un autre cas que j'ai mis en fin, mais finalement aurait pu être un des premiers, quand vous avez une fonction de loss qui est très clairement définie pour votre business, bah, ça c'est un super avantage et un super incentive à lancer un rentraînement parce que là, vous avez une grande chance d'avoir un gain de performance significatif en lançant un fine-tuning. Ok, on arrive dans la partie vraiment pot pourri où là, ça va être des recommandations en pagaille en termes de produits, en termes de prototypes techniques. La première, ça va être en lien avec les interfaces aujourd'hui, un petit sujet UX. Euh, le monde a été bousculé par ce type d'interface minimaliste, juste une barre de recherche. C'est voilà, vous avez un seul input et finalement un seul call to action, que ce soit OpenAI ou même Mistral avec leur outil de chat. Mais en fait, il faut bien garder en tête que les acteurs qui font ça, ce qu'ils vendent, c'est du LLM. Donc c'est leur cœur de métier de vendre du LLM et c'est leur flagship, c'est vraiment leur vitrine. Et souvent, pour la plupart des business, c'est pas votre business de vendre juste ce type de capacité. Et ce type d'interface est dans de nombreux cas contre-productif à l'adoption de la solution en interne, puisqu'en fait, ce type d'interface minimaliste, souvent, c'est tellement minimaliste que c'est pas adapté au cas d'usage métier.
Et si vous n'avez pas une capacité à former les gens sur comment prompter, en fait, ils vont être vraiment un peu perdus devant cet outil, parce qu'il y a une énorme sensibilité à la façon dont on interagit avec. Pour ça, je prends un exemple très simple, c'est Amazon. Eux, ils ne faisaient pas historiquement de l'IA-Gène, ils vendaient des produits, ils vendaient des livres, Jeff. Et ce que l'on a sur leurs produits, ben, en fait, la partie recherche, c'est qu'une petite partie. On a notre fenêtre de recherche, et ensuite, ben, on a tout un panel sur la gauche qui va être une capacité à filtrer, soit par des caractéristiques de l'expérience client Amazon. Est-ce que vous êtes client Prime? Est-ce que vous pouvez avoir une livraison le lendemain? Des caractéristiques qui sont liées au produit, donc on va dire des métadonnées plutôt d'inventaire. Et enfin, des métadonnées qui sont plutôt liées à un usage produit, à leur métrique de suivi, c'est-à-dire la satisfaction utilisateur. Je veux que des produits qui sont 4 étoiles ou plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces mécanismes-là, en fait, initialement, si je mets juste Raspberry, ben, j'ai plus de 6000 résultats. Plus de 6000 résultats. Donc, c'est un petit peu, faut voir la même chose avec une requête sur un outil Diagène. Hein. Si on n'a pas de capacité de filtrage, on va être très vite noyé sous le contenu ou avoir du contenu pas pertinent. Et en ajoutant du filtrage sur, ben, je veux être livré demain, je veux avoir un produit officiel Raspberry et je veux qu'il ait, je veux la version avec 4 gigas avec 8 gigas de RAM. Bon, bah, tout de suite, en fait, je n'ai plus que 6 produits. Et le premier correspond à ce que je souhaite avoir. Bon, après, voilà, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires le premier semestre et 10 milliards de profits en un semestre. Donc, je sais que c'est pas tout le monde. Mais voilà, leurs leçons, elles sont hyper intéressantes et le filtrage par métadonnées n'est pas mort. Et bien au contraire, ce que je conseille, c'est de faire attention à ces interfaces auxquelles on est tous exposés en premier lieu d'OpenAI et euh, même de la plupart des services providers LLM, puisque voilà, ils vous vendent leur intelligence LLM, donc c'est normal qu'ils mettent ce produit en avant là. La plupart des boîtes, ce qu'elles vendent, c'est complètement autre chose. Elles vendent l'intégration de cette capacité-là dans un workflow, et en fait, le LLM n'est qu'un composant. Et donc, bon, quelques-uns des nombreux avantages de ces recherches par métadonnées, ben, c'est évidemment une recherche spécifique au métier. Donc, en ayant des index sur les, les dates de livraison, sur les retours utilisateurs, comme on a pu voir, en fait, vous pouvez avoir une granularité beaucoup plus fine sur votre recherche et beaucoup plus de pertinence. Et là, si j'ai donné un exemple dans le retail, bon, on comprend très bien qu'il y en a dans tout un tas de domaines. En fait, notamment, dès que vous avez la donnée qui est des dates, des ranges de prix ou une valeur, ça ne marche pas du tout, l'LM. Enfin, c'est pas fait pour. Et demander à un LM qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, en fait, c'est quand même beaucoup plus pertinent quand vous faites une recherche sur Google News et vous mettez le filtre temporel sur les 7 derniers jours. Bah, les métadonnées de recherche vont être beaucoup plus pertinentes. Donc ça à garder en tête. D'autant plus que les êtres humains, en fait, on pense tous en mots-clés et en filtres. On a été habitué à penser avec ça depuis, euh, depuis que des produits existent dans le web 2.0 en tout cas. Et donc, ils attendent ces fonctionnalités-là. En plus, bah, c'est vraiment une façon peu chère d'améliorer son produit, hein. C'est-à-dire ajouter des filtres et des fonctionnalités de filtrage métadata. Bah, c'est supporté dans la plupart des bases de données, même DB vectoriel. Hein. Sur Chroma, je l'ai fait, ça marche très bien. Et beaucoup le font. Pour illustrer ça, c'est écrit un peu petit, mais je le lis pour la pièce. Même avec la dernière version de ChatGPT, quand on lui demande, vous avez sûrement vu sur Twitter, je l'ai pris ces jours-ci, 9.11 ou 9.8, quel est le plus grand? Donc là, il nous dit quand même, après avoir fait réfléchi, je mets les grosses guillemets autour de réfléchi, c'est-à-dire prédit le prochain token pendant 5 secondes, avoir eu un bilan carbone qui devait être l'équivalent sûrement d'une petite ville en province et avoir cramé 3 arbres, il nous dit que c'est 9.11 qui est plus grand que 8. Donc voilà, quand ils nous disent on a des modèles qui sont capables de réfléchir, toujours faire attention à cet anthropomorphisme que vont prêter les géants de la tech pour vous dire qu'ils ont des modèles qui ont des capacités humaines. Tout ce qu'ils font, ça reste de la prédiction du prochain token. Et donc bien le garder en tête qu'il y a plein d'outils pour faire du filtrage et de la recherche et que l'LLM, c'est uniquement pour de la synthèse, la résumé, valoriser tout ce package d'informations que vous avez récupéré de votre système d'outils métier. C'est à ce moment-là, souvent en bout de chaîne, qu'il faut l'utiliser. Ok, maintenant, je vais parler de quelques métriques qui sont intéressantes à traquer en production. Donc, on va venir illustrer un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les outils d'Andrej et de Andrew Hong. Je rappellerai simplement ce blog post de Google Research de 2009, Speed Matters, Speed is the Future. En fait, eux, ils avaient mesuré que sur leur outil, une latence de 100 à 400 millisecondes
Donc, on est bien loin des ordres de grandeur d'inférence des LLM. Souvent, on touche même à quelques secondes, hein. On l'a vu, là, c'est 5 secondes sur leur modèle de réflexion. Mais ça a mené à 0,2 à 0,6%, allez, on va dire un demi% de réduction du trafic. Pour Google, en termes de revenus d'advertising, bah, c'est énorme, hein, de perdre un demi% de trafic. Et donc, je trouve ça assez étonnant de voir qu'aujourd'hui, on a quand même une tendance dans les produits qui arrivent dans l'écosystème, à quasiment ne pas se préoccuper de cette partie qui est quand même fondamentale de l'expérience utilisateur et qui a quand même été un des énormes différenciants de Google historiquement. Pourquoi ça a marché? Parce que c'est les plus rapides des moteurs de recherche, en fait. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est complètement OK de faire patienter son utilisateur 2, 3, 4, 5 secondes avant de lui donner une réponse qui, en plus, parfois, va être à côté de la plaque, comme on l'a vu. À titre personnel, je trouve ça vraiment très étonnant. Et donc, deux pistes que je propose là-dessus, c'est deux métriques. On va dire la latence totale mesurée. En fait, c'est des choses qu'on fait depuis le début en termes de télémétrie, hein, enfin je veux dire, dans l'industrie des produits SaaS. La latence totale sur une requête utilisateur, mais la mesurer et surtout la mettre en lien à une requête, à une session utilisateur, si vous avez cette capacité dans votre outil, pour voir quel a été le comportement utilisateur, est-ce qu'il a terminé sa session, est-ce qu'il n'a pas complété son action, est-ce qu'il a abandonné son panier. En fait, ça, c'est hyper pertinent de savoir si, en fait, votre action, votre super workflow GenAI, en fait, il est contre-productif au niveau, par exemple, de la latence, puisque vous observez que vous avez du décrochage à ce moment-là du pipeline. Une autre métrique qui est intéressante à mesurer, c'est le time to first token, tout simplement le temps que vous mettez à renvoyer le premier token, puisqu'on peut contrebalancer cet aspect latence totale par du streaming en termes d'interface utilisateur, c'est-à-dire streamer vos tokens. L'être humain a une capacité de lecture à un certain nombre de mots par seconde, et donc même si vous n'arrivez pas à lui rendre tout de suite la réponse, si vous lui envoyez un stream de 10 mots par 10 mots, et au moins il n'a pas cette sensation d'attente comme il aurait avec une latence où c'est du tout ou rien sur l'affichage. Donc voilà, c'est hyper important de le garder en tête et de corréler ça à l'action qui a été mise ensuite par l'utilisateur. Un autre concept qui est assez intéressant, que j'ai appelé sous le nom, j'avoue, un peu pompeux, de semantic drift. Tout ce que j'entends par là, c'est que finalement, la conception du langage et les modèles d'embedding, leur pertinence au cours du temps, surtout sur on va dire un domaine business, il peut être de moins en moins pertinent sur sa capacité à comprendre que telle requête utilisateur, c'est lié à tel concept, et du coup, je devrais proposer tel document-là. Tout simplement, c'est un petit peu ce concept de modèle drift que l'on a en ML, hein. Si j'entraîne un modèle de prédiction de consommation électrique en hiver où tout le monde utilise son chauffage, arrivé au mois d'août où personne n'utilise son chauffage, ben, il va me dire des prédictions qui sont complètement fausses. Le semantic drift, c'est un peu pareil, sauf qu'on va se dire, ben, les gens utilisent mon modèle en lui posant des questions, en utilisant un langage ou en utilisant des acronymes qui sont pas du tout ceux sur lesquels mon modèle d'embedding ou mon système de retrieval a été entraîné / tuné. Donc ça, c'est hyper important de le traquer pour identifier des tendances utilisateurs, hein, encore une fois, des endroits, des domaines sur lesquels notre système peut être un petit peu défectueux pour s'assurer un alignement le plus rapide possible. Comment traquer ça concrètement? En fait, assez simplement, si vous avez une capacité à avoir du time series, une DB de time series, mais vous venez traquer, à chaque fois que vous avez une requête utilisateur, vous stockez cette requête-là, vous stockez quels étaient les documents de votre système de retrieval qui ont été remontés, et vous stockez aussi quelle a été la cosine similarité, ou en tout cas votre métrique de similarité identifiée pour cette requête-là. Et en fait, ça, idéalement, vous arrivez même à ségréguer par utilisateur ou par cohorte pour dire que pour ce type d'audience-là, je vois que ma similarité entre les questions qu'ils ont, les documents que je leur propose, elle a tendance à augmenter. Et ça, c'est les utilisateurs, par exemple, qui sont intéressés dans le e-sport. Ah, ok, avec ça, je peux me rendre compte, peut-être, je peux avoir un insight que il y a des nouveaux éléments de langage qui sont arrivés avec, je ne sais pas, avec un nouveau jeu en ligne ou avec un événement dans le Web3 qui fait que ça redéfinit un petit peu le gaming. Et donc, finalement, je suis en train de ne plus être pertinent du tout. Comme ça, vous pouvez assez proactivement, pas proactivement, mais au moins avec une latence assez faible, vous dire qu'il faut spécialiser un modèle d'embedding. Et pour le coup, spécialiser les modèles d'embedding, bon, c'est bien moins cher que les LLM, donc c'est complètement à la portée, pour le coup, de beaucoup d'organisations. Donc voilà, ça métrique très intéressante dont on parle assez peu. Un des derniers éléments dans le pot pourri, c'est la collecte de feedback utilisateur. Ça, c'est un point qui a été l'objet de nombreuses discussions avec les collègues et les gens que j'accompagnais. Souvent, on lance un produit GenAI, on lance un chat GPT-like sur les données internes, et on se dit, OK, ça serait super si on pouvait collecter des données utilisateurs. Comment est-ce qu'on fait?
Euh, j'ai vu ChatGPT, il mettait un pouce vers le haut, pouce vers le bas, on fait pareil. Je dis ça, je l'ai fait, donc voilà, je me mets dans le panier, hein, évidemment. Mais en fait, on se rend compte qu'après, quand on veut valoriser cette donnée-là, c'est très difficile. Pourquoi? Puisque la donnée thumbs up, thumbs down, déjà, d'un point de vue perception utilisateur, chaque utilisateur n'aura pas la même perception de qu'est-ce qui est bien ou mal, parce que bien ou mal, c'est pas bien défini en fait. Et une autre des limites, c'est dans une perspective où vous souhaitez utiliser ces données pour réentraîner, typiquement pour faire de l'apprentissage semi-supervisé, enfin si vous voulez spécialiser votre modèle, souvent ce qu'il vous faut, c'est une question, une réponse. Euh, donc ça, ok, si vous avez le thumbs up, ça peut être utile. Par contre, le thumbs down, à quoi est-ce qu'il vous sert? Parce que souvent, pour faire de l'alignement par préférence ou les logiques d'alignment, il vous faut une question, une bonne réponse, une mauvaise réponse. Du coup, là, vous avez la question. Thumbs down, vous avez la mauvaise réponse, mais il vous manque la bonne réponse. Vous pouvez pas faire de l'alignement par préférence, du coup, donc c'est un petit peu dommage. Ok, vous pouvez utiliser cette pile de mauvaises réponses à regarder chaque jour dans une logique d'observation, d'observabilité, c'est utile, mais ça serait encore mieux si on pouvait déjà ségréguer pourquoi cette réponse était mauvaise. Et donc souvent, la prochaine étape, une fois qu'on a fait cette logique de thumbs up, thumbs down, moi, une interface que j'aime beaucoup et que je vais vous partager, euh, avant de vous la montrer, je vais vous montrer les clés de son succès, c'est que ce soit clair, simple, que chaque feedback soit spécifique dans le sens, mon équipe produit, mon équipe tech derrière, chaque classe de feedback va pouvoir l'utiliser très rapidement pour améliorer le produit et éventuellement d'avoir un champ texte libre pour que l'utilisateur il puisse nous partager ses feedbacks. Si vous avez des power users notamment, c'est assez intéressant parce il va vous dire, je m'attendais à avoir de quelque chose de plus concis, là il est complètement hors propos, donc ça peut être intéressant. Un outil qui fait ça, il s'appelle perplexity.ai. Et ce qu'il propose, ben, je trouve très intéressant parce que déjà, vous avez un call to action qui est clair. Aidez-nous à nous améliorer. Vous savez que ce que vous allez donner à la machine, ça va être utilisé par leur équipe produit. Et vous pouvez sélectionner plusieurs catégories de feedback. Et en fait, je trouve ça très habile parce que si on les décortique ensemble, qu'est-ce qu'on lit? La première catégorie, il y a marqué non précis ou out of date. Donc là, moi, je lis ça. Si j'étais chez Perplexity, je me dis que si j'ai un feedback de ce type, c'est sûrement un problème avec la partie retrieval de mon système. Parce que si c'est pas pertinent, c'est sûrement que mon moteur de recherche n'a pas remonté les bons documents et out of date que j'ai pas utilisé du bon filtrage suffisamment. Donc c'est probablement pas la partie LLM qui est fautive à ce niveau-là. Ça, c'est hyper utile puisque vous pouvez déjà orienter cette partie du feedback vers votre équipe technique qui est en charge de la partie retrieval. Déjà, on gagne un temps fou par rapport à l'approche précédente thumbs up, thumbs down. L'autre feedback, c'est too short, too long. Là, moi, intuitivement, je me dis que c'est probablement lié à la façon dont ils ont configuré leur LLM, peut-être même simplement le prompt système qu'ils utilisent pour demander à l'outil de faire la synthèse en fonction des documents remontés par le système de retrieval. Donc ça, encore une fois, hyper pratique. Je sais que je peux directement l'emmener dans la pile à destination des personnes qui vont se concentrer sur tuner les paramètres, les hyperparamètres de mon LLM. Ensuite, la catégorie harmful, là, c'est lié à ce sujet alignment, sûrement term of use ou company policy, et c'est peut-être en lien avec, peut-être qu'ils veulent avoir un modèle de classification pour ne pas avoir de modèle qui rende peut-être des injures ou quelque chose qui est en inadéquation avec leur terme d'usage. Et donc ça, c'est sûrement une autre équipe qui est en charge de veiller sur ce sujet-là. Et enfin, quelque chose d'un peu plus générique, not helpful, et un feedback dans lequel, en langage naturel, je peux dire, bah là, je m'attendais à avoir tel type de retour, et là, qui arrivera peut-être dans le bucket général au sein de l'équipe produit à dépiler. Mais bon, on a quand même déjà fait un filtrage assez efficace sur tous les autres types de requêtes, et comme ça, vous capitalisez vraiment euh, de l'intelligence actionnable, et ça, bah, c'est pas la mer à boire en termes d'interface. On voit très bien une petite boîte comme ça de dialogue avec 5-6 boutons et 5 queues différentes ensuite vers mon interface métier produit, ça vous permet d'avoir des décisions actionnables très rapidement. Euh, donc voilà, on arrive à la conclusion de cette deuxième partie. Ce que je voulais vous dire, voilà, c'était surtout que on construit des outils qui aident à la compréhension. Alors certes, les parties modèle d'IA et la partie LLM, elle est clé dans cette capacité-là, parce que c'est quelque chose qui a bouleversé l'écosystème depuis 2 ans maintenant. Néanmoins, en fait, ce qu'on construit principalement, c'est des cas d'usage pour délivrer de la valeur auprès d'un utilisateur. Et ça se comprend souvent en regardant précisément la donnée et en se construisant, comme on l'a dit, des outils pour venir délivrer quelque chose
qu'aucun autre acteur au sein de l'écosystème ne peut adresser par l'avantage que l'on a des utilisateurs auprès desquels on opère, des données privées au sein de l'organisation auxquelles on a accès, et en fait de venir piocher habilement dans les éléments que l'écosystème LLM peut offrir, c'est-à-dire des modèles performants, sans que ça soit spécialement le cœur de la feature, mais ça peut décidément, très clairement, donner un avantage concurrentiel très fort. Donc voilà, on va passer à la partie questions-réponses. Avant ça, je vous indique que ces slides sont disponibles du coup en ligne sur mon site fopie.fr/speaking depuis cet après-midi. Et vous avez également toute la bibliographie qui est disponible avec les ressources utilisées pour constituer cette présentation, sachant qu'une bonne dose de ces échanges était surtout la tradition orale d'échanges entre personnes de l'écosystème. Et je remercie le club DataCraft de m'avoir mis à disposition en fait tout un pool de sachants pour créer ces espaces d'échange et avoir des petits moments d'échange particuliers pour avoir accès à des personnes qui m'ont partagé en fait la façon dont ils ont développé ce type de produit. Voilà. Ben, écoutez, on peut passer à la partie questions-réponses sur le sujet technique. On peut commencer encore une fois en présentiel s'il y a des questions. Je vais profiter d'avoir le micro, comme ça. Ouais. Voilà. Par rapport à la partie évaluation des utilisateurs, des réponses et notation, tout ça, est-ce que tu penses que l'avenir est le plus pertinent, c'est de rester sur des choses qui demandent un input de l'utilisateur ou d'aller sur des choses plus naturelles comme des métriques? J'avais vu si l'utilisateur, par exemple pour du code, copie le code ou Ouais. pour Copilot, appuie sur Tab et le garde jusqu'à la prochaine exécution, c'est qu'a priori c'est positif. J'avais vu aussi quelqu'un qui rajoutait à la fin de la réponse d'un LLM comme si c'était intégré dedans. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Et l'utilisateur, en fait, il aura tendance à répondre non, c'est trop long, fais le plus court. Et donc, dans ces cas-là, on a aussi un retour comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est vers ça qu'il faut essayer de réfléchir et de se diriger ou est-ce qu'il y a trop de bruit et c'est pas exploitable ce genre Ouais, de bah, tu as métrique? complètement souligné le compromis à avoir à ce niveau-là. Je pense que c'est très dépendant du cas d'usage et je vais donner deux exemples. Je vais reprendre celui que tu évoquais sur la recommandation de code. Je pense que c'est assez difficile d'avoir des retours qui vont vraiment augmenter la qualité du produit sur le périmètre recommandation de code en utilisant comme métrique dans une logique de renforcement est-ce que l'utilisateur a ou non utilisé la recommandation. Parce qu'en fait, euh, on va avoir un côté où finalement l'utilisateur va systématiquement faire tab, valider, jusqu'à pouvoir compiler ou jusqu'à pouvoir voir son produit en version finie avant d'évaluer plus globalement est-ce que c'est pertinent. Donc en fait, on a quand même une reward qui est vraiment délayée dans le temps, qui est assez distante dans le temps, et finalement un engagement et un coût de l'erreur qui est très faible. Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisateur, il va être assez enclin à dire oui, 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 parce que même si c'est pas très bon, en fait, ça l'aide à lui concevoir une première version de son produit et éventuellement, ensuite, il va venir l'affiner. Par contre, je pense que pour donner un deuxième usage où je pense que ce type de métrique est hyper pertinent, c'est les outils qu'on va voir venir sur l'écosystème d'Apple. Vous avez peut-être vu la keynote là avec Tim Cook qui a annoncé Apple Intelligence, qui va être sur iOS et sur macOS, où finalement, dans vos mails, vous allez pouvoir avoir une capacité, vous sélectionnez votre texte et de dire rends-moi ça plus professionnel ou rends-moi ça plus court. Et je pense que pour le coup, ce type d'interaction est beaucoup plus engageante pour la personne parce qu'en fait, elle engage sa crédibilité en tant que personne, surtout si dans un cadre business, on n'a pas envie d'écrire de bêtises, derrière un email, c'est son nom. Et donc, en fait, le risque réputationnel pour la personne qui utilise est assez grand que la personne va y penser à deux fois avant d'envoyer son mail. Alors que la personne ne va pas penser à deux fois avant de faire table sur son IDE. Et donc, rien que ça me fait dire, ça sera vérifié hein, évidemment, mais c'est qu'une supposition, que ce type peut capturer l'expertise. On dit qu'Apple va capturer une expertise qui sera beaucoup plus utile pour eux pour améliorer leur modèle à court terme par rapport à des métriques au niveau du code comme ça, d'accepter ou non. Mais par contre, la tendance globale, et je te rejoins, le plus possible lorsque dans son produit, on peut capter ces éléments-là comme des insights de globalement, est-ce que notre produit il est bien utilisé ou non, ben, je pense que c'est hyper pertinent parce que c'est l'information peu chère à capturer en termes de mesure de l'usage. Ouais, on a une question là. Je vais passer le micro. Faut qu'on fasse un petit peu rapidement parce qu'il y a un autre événement suivant. Donc, Donc, deux questions rapides. Une première, vous ne parlez pas du tout de données ou préparation de données par rapport à tout ça, juste pour comprendre pourquoi, du coup, c'est pas un sujet.
Ouais. Et une deuxième question, justement, toujours dans les documents et dans les données sources du RAG, moi j'ai entendu parler d'un effet lost in the middle, le fait que le RAG Oui. il avait des difficultés à aller vraiment brasser la totalité des sources qu'on lui donnait. Comment vous luttez contre cet effet-là si vous considérez que c'est un effet qui existe? Oui, alors je vais. Très bonne question et j'utilisais la même réponse très lâche que la dernière fois. J'aurais dû préciser en introduction que le sujet chunking, découpage de documents est hors périmètre de la présentation parce qu'en fait, il est tellement vaste à lui-même comme l'évaluation que je souhaitais même pas l'inclure. Néanmoins, pour ce que vous évoquez, sur le sujet de la préparation de la donnée et de quand on découpe ces documents, j'ai vu ce papier hein, qui évoquait le fait que selon le positionnement de votre document au sein de la liste des documents non remontés par votre système d'information retrieval, le LLM va plus ou moins mieux performer. Alors ça, en fait, c'est le challenge que j'ai eu avec ce papier, c'est qu'en fait, la façon de le reproduire selon le LLM elle va être assez différente. Aujourd'hui, on a des tailles de contexte. En fait, la taille de contexte, elle a quasiment doublé enfin, elle a doublé à des échéances très courtes au cours des 2 dernières années. Et donc, ce type de problème-là, je pense qu'il sera toujours présent et que même avec des modèles long contexte, effectivement, on aura un enjeu à être le plus précis possible dans sa phase de retrieval. Et je pense qu'on l'aura toujours, même avec des modèles à contexte infini, si un jour ça existe. Finalement, que votre système de retrieval il soit capable de remonter qu'en fait, il faut ces 4 documents-là pour répondre à votre question sera toujours clé. Et donc, cette partie retrieval et donc cette partie découpage de vos documents est pépite. Pour ça, pour souligner quelques-uns des challenges que j'ai pu voir et quelques pistes, c'est souvent partir d'une logique de chunking naïve, c'est-à-dire découper selon des phrases ou des paragraphes. C'est déjà une très bonne baseline pour générer un embedding sur ces chunks de phrases ou de paragraphes. Et ensuite, vous pouvez partir de ça. Mais souvent, ça peut être le bottleneck de votre système si déjà vous générez un embedding par phrase ou par paragraphe. Donc, vous êtes pas mal. Euh, Ensuite, il y a des méthodes qui sont plus consommatrices de ressources comme Colbert ou comme une méthode qui est sortie par Gina AI là, très récemment, qui peuvent être assez intéressantes. Néanmoins, voilà, je pense qu'on en revient à la question enfin au sujet que je vous ai présenté de où mettre son effort d'ingénierie. Est-ce que c'est le chunking? Est-ce que c'est le retrieval? Est-ce que c'est l'LM? En fait, c'est à voir selon votre cas d'usage, hein, bien sûr. Mais voilà. En résumé, oui, le chunking, c'est un énorme sujet et je ne l'ai pas abordé parce que c'était vraiment un gros sujet. Je conseille de partir sur une baseline simple, splitté par phrase ou par paragraphe ou par page. Honnêtement, ça va vous permettre de commencer à travailler sur des bonnes bases. Oui, On va prendre enfin, quelques dernières questions, mais on va d'abord faire celles qui sont en ligne parce que il faudra libérer l'espace, donc on pourra les poser à François juste dehors. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions qui ont besoin d'être posées avant qu'on ferme la conférence? Ok, bon, bah, si pas de questions, on peut en prendre encore une ou deux ici très rapidement. Il faut que dans 5 minutes, on ait libéré l'espace, donc il y a 2 questions, 5 minutes. J'avais juste une question par rapport justement au sujet retrieval et au sujet metadata. Il me semble que le knowledge graph justement aide beaucoup et vous en avez pas parlé. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez à utiliser? Parce qu'aujourd'hui, les solutions Neo4j, on peut même faire de l'embedding de knowledge graph. Ça résout carrément le problème et ça, je trouve, ça simplifie vachement l'ingénierie. Mais bon, là, je caricature, mais justement, je laisse votre avis d'expert nous commenter un petit peu ça. ouais, ça marche. Euh, Très bonne remarque. Les approches RAG. Alors, ce qui est clair, c'est que l'écosystème RAG, globalement, toutes les semaines, vous avez une nouvelle approche qui est vraiment breakthrough dans le domaine. Donc, vous l'avez évoqué, il y avait l'approche RAG avec le sujet graph. Bon, éventuellement, évidemment, hein, c'est très pertinent. J'ai observé que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Euh, Complexe. C'est-à-dire, OK, alors, si on se base sur l'écosystème Neo4j as a service, non, je suis d'accord, c'est assez, enfin, c'est jouable et je vais pas dire c'est plug and play parce qu'il y a quand même un travail sur sortir sa donnée, la mettre dans Neo4j, etc. Euh, Néanmoins, voilà, on va être on va être embarqué dans cet écosystème propriétaire, là où la plupart des autres approches RAG, ben, vous pouvez quand même faire vos courses et utiliser ce provider pour l'embedding, ce provider pour la partie LLM et faire votre glue code vous-même, utiliser LangChain ou non, utiliser la main index ou non. Et souvent sur les approches GraphRag actuelles, donc celle proposée par Neo4j ou celle proposée par Microsoft dans son papier, c'est très compliqué à mettre en place. Et en fait, vous avez un gros risque aujourd'hui, ça va sûrement évoluer, hein, mais enfermement propriétaire dans leur écosystème. C'est-à-dire GraphRag, ça marche très bien si vous voulez essayer de le faire tourner sur l'écosystème Azure de Microsoft.
le faire tourner sur votre machine et gérer des sujets comme la mise à jour des embeddings des graphes, mise à jour en continu de la donnée de vos. En fait, ça, c'est hyper compliqué. Et en fait, dans la V1, vous ne pouvez pas mettre à jour vos graphes et donc il faut les régénérer. Donc, ce qui apporte des coûts de génération d'embedding qui sont assez énormes. Ça dépend quel modèle d'embedding, mais c'est du GPU time derrière. Donc, moi, je regarde ça, j'attends de voir un petit peu l'écosystème se structurer et puis un acteur présenter une alternative, si elle n'est pas complètement open source, en tout cas plus flexible. Parce qu'aujourd'hui, celle que j'ai observée, Neo4j et Microsoft GraphRag, c'est très lié à leur écosystème et c'est vraiment pas aussi facile que les autres approches RAG à mettre en place. Je passe à répondre aux questions. Oui, oui, non, mais complètement. Elle est moins de qu'un an deux. Je vous rejoins là-dessus, ouais. Est-ce qu'on a une dernière question? Il va falloir la poser dehors, malheureusement. Je suis désolé. Bah, il fait beau, c'est pas un souci. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, parmi tout ce qu'a mentionné François, effectivement, il y avait des sujets d'évaluation et tout ça. Il y a plein de choses qui ont été mentionnées aujourd'hui sur comment on évalue sa pipeline, des frameworks comme Ragas. Il y a des outils qui existent comme Chainlit qui permettent de faire du logging très précis de toutes les requêtes et tout. Et ça, justement, on en parle le 16 octobre avec quelqu'un de chez Chainlit qui vient nous en parler et nous faire une démonstration sur un cas d'usage RAG complet de voilà, qu'est-ce qu'il évalue, le système d'embedding et tout ça, les métriques qui sont observées. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera un peu le même format que ce qu'on avait aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce talk. Et puis, à très bientôt. Comme ça,